Bienvenue pour un nouveau numéro de 76 Le Mag, votre magazine tout en images du département de la Seine-Maritime. En cette deuxième émission de l'année, 76 Le Mag vous propose de découvrir le berceau de l'olympisme, le château de Mireville dans le pays de Caux, près de Bolbec. La flamme olympique était déjà passée ici en 1991, quelques mois avant les Jeux olympiques d'hiver d'Albertville. La flamme va revenir sur la terre natale de Pierre de Coubertin le 5 juillet prochain par le château où le baron imagina ce qui deviendra les Jeux olympiques modernes. Son arrière-petit-neveu Jacques de Navassel nous propose de visiter cette magnifique demeure historique qui a vu naître Pierre de Coubertin. On parlera beaucoup sport et Jeux olympiques, mais pas que. Je vous propose tout de suite de découvrir le sommaire de votre magazine. Au sommaire ce mois-ci, reportage. Le département de la Seine-Maritime était présent pour la 60e édition du Salon international de l'agriculture à Paris et a choisi comme fil conducteur cette année le lin et la vache normande. Info travaux, un point sur le début de la construction du collège André Gide à Goderville et l'avancée des travaux de l'estacade au Tréport. Talent d'ici, nous découvrirons le métier de Nathan Gricourt, un créateur de microphones sur mesure pour guitare électrique. Terre de jeu, nous ferons un point sur les qualifiés de la Seine-Maritime 76 pour les JO et découvrirons les événements organisés par le département en lien avec les Jeux Olympiques avec notre invité Steven Lemoine, directeur de la jeunesse, des sports et de la coopération internationale. Et en fin d'émission, nous avons rendez-vous avec Justine Hendrick, une pianiste passionnée qui fait renaître les émotions, notamment dans les résidences, services et médicalisées. Qu'il est agréable de déambuler dans les jardins de ce joyau du patrimoine, le château de Mireville, sur les pas de Pierre de Coubertin, le père des Jeux Olympiques. On se trouve près du plan d'eau où il pratiquait l'aviron. Avant d'aller rejoindre notre premier invité, Jacques de Navassel, propriétaire des lieux et arrière-petit-neveu de Pierre de Coubertin, je vous propose de vous replonger dans l'ambiance du Salon international de l'agriculture de Paris qui s'est déroulé du 24 février au 3 mars. Présent à cette 60e édition, le département de la Seine-Maritime a choisi comme fil rouge le lin et la vache normande, égérie cette année du salon. Reportage complet sur le stand du département et dans les allées du salon. Le Salon international de l'agriculture à Paris a fêté sa 60e édition. Le temps d'une dizaine de jours, Paris héberge la plus grande ferme de France. Des centaines d'animaux sont dans des enclos ici au hall 1. Tous les ans, les vaches de France sont largement représentées. Et cette année, la star, l'égérie du salon, est une belle vache normande aux 3 couleurs, venue de l'Orne, âgée de 5 ans. Elle répond au doux nom d'Oreillette. D'autres vaches normandes font le show aussi sur le ring, cette fois-ci du concours général du salon. Et c'est une jeune vache sénomarine qui foule en premier la piste. Elle a 2 ans et demi, elle s'appelle Safia et concourt dans la catégorie première lactation. Le jury fait le tour des 7 vaches sélectionnées et en retient 3, dont Safia qui finira finalement 3e du concours. Assez nerveuse, mais ça a été pour une première sortie, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a pire, il y a pire. C'est un prix pour elle, un prix pour l'exploitation. Oui, pour elle, enfin, c'est une reconnaissance au niveau de l'élevage. Après le concours, les vaches prennent la direction de la zone de traite pour un dépistage. On fait un test pour détecter des mammites. Donc en gros, on met un produit dans le lait qui a été pris. Et si celui-ci reste comme ceci, il est bien. Et s'il devient gélatineux ou des trucs comme ça, c'est qu'il y a une mammite. Et à ce moment-là, on ne met pas le lait dans le même endroit. Fort logiquement, en tout début du salon, le président du département de la Seine-Maritime, Bertrand Bélanger, accompagné d'élus, ont fait le déplacement pour soutenir les agriculteurs sénomarins. Nous avons 19 éleveurs en fait, qui sont avec nous sur le salon de l'agriculture. C'est un travail colossal que nos éleveurs font. En particulier là, ici, nous sommes sur le stand de la race normande et nous sommes particulièrement fiers. Et voilà, donc nous avons des éleveurs ici en Seine-Maritime qui travaillent remarquablement bien,
qui s'inscrivent dans une filière, en fait, et c'est cette filière que nous défendons avec beaucoup de force et d'enthousiasme ici au Salon de l'Agriculture. Le fait que nous soyons présents aussi ici au sein du salon, c'est aussi notre façon d'être aux côtés des éleveurs et puis par toutes les actions qu'on peut mener par ailleurs dans l'année en aidant aussi à structurer la filière. Et du côté du hall 3, c'est la fête. Et on retrouve une farandole des saveurs de France. Le stand de la Seine-Maritime est bien présent et compte bien se démarquer de la concurrence gustative. Un cornet de saucisson, pourquoi pas? C'est ça, pour que les gens puissent déguster directement sur place, pour éventuellement repartir et emmener un bout de médaille à la maison. Il y a des bons retours déjà? Ouais, ça va, ça bouge gentiment. Allez, 15 € les 3 pour emmener à la maison, ça périme pas, ça se conserve. Excellent. Et certains se laissent tenter d'accompagner ce saucisson d'exception d'une bière artisanale rouennaise. Et pour digérer, pourquoi pas prendre un jus de sève de bouleau. La sève de bouleau, c'est très bon, c'est un très bon antioxydant, drainant, très bon pour le foie. Pour les personnes qui ont des problèmes d'articulation, c'est très bon pour les os. Donc voilà, faut pas hésiter à passer chez nous. Le département s'est mis aux couleurs du lin. 25 mètres carrés du stand a été transformé en espace de convivialité en plein cœur d'un champ de lin. Des éléments de décoration comme ces rideaux ont été confectionnés par les tissages du Rocher et ces vêtements entièrement en lin ont été créés et fabriqués par les ateliers Mi-Juin qui prônent un circuit court 100% français. Si on fait un circuit transparent et traçable, et bien du coup on est capable d'identifier tous les acteurs de cette filière, de leur donner un métier industriel qui fait sens. C'est ce qu'on essaie de faire dans notre atelier et c'est hyper valorisant de le faire, donc je voudrais qu'on continue comme ça. Et puis des avantages pour le consommateur qui sont le fait qu'on respire super bien dans le lin, que c'est thermorégulateur. Donc thermorégulateur, ça veut dire que quand il fait chaud, on est bien, quand il fait froid, on est bien aussi. Et ça joue vraiment ce rôle-là. Et le lin a aussi d'autres vertus. Il se mange. Oui, le lin, ça se mange. On n'a pas l'habitude. D'habitude, on parle plutôt du lin textile, mais le lin oléagineux, ça se mange. On a vraiment plein de bienfaits pour la santé. En plus, riche en oméga 3, riche en fibres, riche en fer. Donc, on peut dire que c'est une plante miracle, là, en plus. Et pour le démontrer, Thibaut Rolic prépare une mousse de camembert des 5 frères, accompagnée de petits croûtons à base de pain en lin et d'épices à base de graines de lin torréfiées au soleil, qui ramènera un petit côté noisette à la recette. Et enfin des pommes Granny Smith en fine lamelle pour le dressage. On va mettre à fondre le camembert avec 20 centilitres de lait, 20 centilitres de crème fraîche. On va porter à ébullition. Après, on va mixer notre préparation, la passer au chinois. Et puis, il n'y a plus qu'à dresser et surtout à déguster. Le verdict? Délicieux. Ouais. Ça sent bien le camembert. Ça va très bien avec les pommes acidulées. Juste à côté, le burger solidaire fait son retour pour la 3e année consécutive. Cette année, il s'est mis aux couleurs du lin à travers sa viande. On a réussi à travailler avec un éleveur unique qui est en train de développer une bête normande qui est terminée au lin. Et il doit la nourrir au minimum 45 jours après son tarissement au tourteau de lin. Plus d'une trentaine de producteurs sénomarins de Montpagny 76 se sont succédés sur le stand du département. 30 084 € auront été récoltés par la vente des burgers. L'incroyable Seine-Maritime a réussi son show pendant toute la durée du salon. Si vous voulez en savoir plus sur le monde agricole sénomarin, je vous invite à aller lire la série d'articles consacrés aux pratiques innovantes des agriculteurs en Seine-Maritime sur le site internet du département seine-maritime.fr. Vous cliquez sur la rubrique toute l'actualité. Nous voici à l'intérieur du château de Mireville avec Jacques de Navassel, arrière-petit-neveu du baron de Pierre de Coubertin. Bonjour Jacques de Navassel. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Pierre de Coubertin a passé toute sa jeunesse ici en Seine-Maritime dans les années 1880
la pratique sportive, on le rappelle, était réservée aux jeunes garçons de l'aristocratie. Il a donc eu la chance de goûter à de nombreuses disciplines sportives et aussi de voyager en Angleterre et de découvrir de nouveaux sports qu'il a importés ici. Hein, c'est bien cela. Tout à fait. Il était passionné par le sport et surtout par le sport en tant que moyen pour contribuer à l'éducation des jeunes. Et ici, je suppose que cette pièce où il a écrit sur ce secrétaire, cette fameuse charte en 1898, il avait l'espoir que le sport favoriserait la paix. Hein. Oui, parce qu'il considérait que les guerres venaient du fait que les gens ne se connaissaient pas, se méfiaient les uns des autres, et qu'en créant des événements sportifs mondiaux où tous les jeunes de tous les pays du monde se retrouveraient, on arriverait à éliminer la guerre. Et donc ici, hein, bien entendu, Pierre de Coubertin a défini ce que deviendraient les Jeux Olympiques modernes. Hein. Voilà, c'était quelqu'un de très précis, et donc il a beaucoup travaillé sur tous les détails des événements sportifs, de toutes les disciplines qui devaient participer au sport, toute la façon d'organiser les événements. C'était quelqu'un qui était vraiment à l'origine de tous les détails des événements que nous connaissons aujourd'hui. Vous êtes l'arrière-petit-neveu, alors bien entendu, vous ne l'avez pas connu, c'est peut-être au travers de la mémoire, en tout cas de votre père. Qu'est-ce que vous retenez un peu des choses importantes de ce pan de l'histoire ? Je pense que c'est le côté un peu visionnaire du personnage, parce qu'il était quand même un petit peu à contre-courant, parce qu'à son époque, de mettre le sport dans l'école, de convaincre les autorités françaises de donner de l'importance au sport, c'était quand même un peu révolutionnaire. Et c'est presque un siècle après sa mort que le rêve de Coubertin s'est réalisé, le sport s'est démocratisé. Avant de continuer avec vous notre entretien et notre visite de ce magnifique château de Mireville, où on parlera notamment du passage prochain de la flamme olympique le 5 juillet prochain, je vous propose de vous plonger dans l'univers d'un artisan d'art. Dans son atelier à Rouen, Nathan Gricourt crée des micros sur mesure pour les guitares électriques qui donnent des sonorités uniques adaptées au style des artistes qui le sollicitent. Rencontre avec un musicien passionné, c'est le talent d'ici de ce mois-ci découvert par Christophe Auger. Je suis Nathan Gricourt, j'ai créé l'entreprise Euterpe Guitare qui fabrique des micros, guitares et basses. Donc c'est aussi bien du single coil que du humbucker. Je fais aussi du câblage et je fais un peu de réparation d'instruments. À la base, je suis menuisier. J'ai fait des études de menuiserie à Saint-Étienne-du-Rouvray au lycée Le Corbusier. Et j'ai commencé à construire ma première guitare là-bas. Ça m'a pas mal plu, du coup je suis parti en études de lutherie en Angleterre. Et quand j'étais là-bas, je fabriquais forcément des guitares. Et dans mes guitares, je faisais aussi mes propres micros pour vraiment essayer de faire l'instrument au complet. Et par la suite, j'ai vendu mes micros tout seul pour pouvoir payer mes outils. Et je me suis aperçu en fait que ça me plaisait encore plus. Donc aujourd'hui, on va faire une présentation de fabrication avec ce type de micro. Donc qui est généralement sur les Gibson et certaines PRS qu'on peut retrouver. Donc c'est un humbucker, donc un micro avec deux bobines qui sert en gros d'une part forcément à capter le son de la guitare, mais aussi à avoir un bruit de fond qui est réduit sur l'instrument. L'élément principal, c'est la bobine. Donc c'est en gros une bobine généralement un support soit plastique, soit carrément l'aimant avec deux parties en ce qu'on appelle le forbon ou la fibre vulcanisée.
L'idée c'est d'avoir une bobine avec une source magnétique au centre et quand la corde se retrouve en mouvement, donc quand on gratte les cordes d'une guitare, il y a un courant qui se crée et après ça part dans l'ampli et c'est restitué par le haut-parleur. Nous nous retrouvons toujours au château de Mireville, à l'intérieur du château de Mireville. Nous avons migré, on peut dire, du bureau jusqu'ici au grand salon, ce qu'on appelle le grand salon de cette magnifique demeure, une pièce qu'affectionnait Pierre de Coubertin. Oui, c'était la pièce à vivre, où ils passaient leur journée, où sa maman écrivait à son bureau. Et derrière nous, il y a la grande cheminée qui a été décorée par Charles de Coubertin, le père de Pierre. Alors c'est vrai qu'on voit, on est tout proche de ce magnifique plan d'eau où il pratiquait l'aviron. Hein. Absolument, il était très sportif et avec un plan d'eau comme ça, c'était formidable. C'est vrai que cette maison est chargée d'histoire, une histoire bien sûr que vous affectionnez. S'il fallait retracer un petit peu des moments importants, qu'est-ce que vous souvenez ou en tout cas vous appréciez de ce pan de l'histoire ? C'est-à-dire que Pierre de Coubertin a vécu ici, c'était une maison familiale qui venait du côté de sa mère et dans laquelle il a passé les plus belles heures de sa jeunesse, de son enfance. Mais c'est quelqu'un qui très rapidement a pris son indépendance d'une famille traditionnelle monarchiste. Il a été très vite convaincu par la République. Il s'est intéressé aux questions sociales, aux questions d'éducation et notamment le sport comme outil pour améliorer les méthodes éducatives. L'actualité, c'est le 5 juillet prochain. Ici, la flamme olympique qui était déjà passée en 1991, quelques mois avant les Jeux olympiques d'hiver d'Albertville, elle revient ici. Ça, je suppose, c'est quelque chose qui vous ravit. Hein. Ah oui, nous sommes vraiment très heureux pour toute ma famille de voir que la flamme va repasser parce que c'est quand même un signe de reconnaissance de ce personnage à qui on doit cet événement mondial exceptionnel qui sont les Jeux Olympiques. Comment va se passer cette journée ici au château de Mireville le 5 juillet ? Alors, ça va être une journée assez chargée où on va probablement perturber un peu la circulation autour, mais dès 9h du matin, un certain nombre de gens vont pouvoir... Tout le monde va pouvoir venir, en fait, c'est ouvert à tous, mais nous avons déjà des programmes sportifs avec des écoles, des environs, et un certain nombre de gens qui vont venir pour profiter de l'endroit, et la flamme passera en milieu de journée. C'était obligé qu'elle passe par ici. Pour moi, oui, bien sûr. C'est très symbolique. Merci beaucoup, Jacques de Navassel. Avant d'aller rejoindre notre deuxième invité, Steven Lemoine, directeur de la jeunesse, des sports et de la coopération internationale, qui va nous présenter les événements organisés par le département en lien avec les Jeux olympiques. Tournons une page info travaux consacrée au début de la construction du collège André Gide à Goderville et à l'avancement de la reconstruction de l'estacade du Tréport. Voilà. Pour acter la vaste construction du collège André Gide de Goderville, le 8 février dernier, le département de la Seine-Maritime a apposé le premier bois de ce nouvel équipement scolaire caractérisé par son éco-conception. Le département de la Seine-Maritime prend soin naturellement de ses 52 000 collégiens, prend soin de ses 109 collèges, avec à la fois l'ambition naturellement de donner à nos élèves et aux équipes enseignantes les meilleures conditions de travail, mais aussi de faire en sorte que nos collèges, en particulier ceux qu'on reconstruit, soient le plus vertueux sur le plan énergétique. Après la destruction en juillet dernier de l'ancienne structure, hormis le réfectoire et les cuisines, les travaux de fondation ont démarré et pendant ce temps, des prototypes d'assemblage sont réalisés pour certains gros œuvres. L'objectif de ces prototypes, c'est de valider des méthodes d'assemblage, par exemple des futures salles de classe, des futures poutres, des solives qui seront visibles dans les salles de classe. On a aussi, par exemple, un prototype d'escalier là, avec les finitions des nez de marche, les futures finitions du béton. On a toutes sortes de points comme ça. Ça permet de valider, moi, maître d'ouvrage, et l'architecte, le maître d'œuvre,
les objectifs de résultats de finition. Le nouveau collège André Gide ouvrira ses portes pour la rentrée 2025. Les travaux de reconstruction de l'estacade est du Tréport, démarrés en 2022, avancent bien. Le vent frais et les températures hivernales n'ont pas empêché les ouvriers d'avancer dans les assemblages de planches et de poutres en bois d'azobé, bois très rare venu d'Afrique. Un bois particulièrement résistant à l'eau de mer et aux contraintes mécaniques liées aux vagues et aux courants. Chaque portique et chaque travée pèse 6 tonnes. L'ouvrage mesure au total 200 mètres de long pour 19 portiques et 20 travées. Un chantier d'un budget de plus de 2,4 millions d'euros, financé en grande partie par le département de la Seine-Maritime, à la hauteur de 900 000 euros. Nous sommes toujours dans le grand salon du château de Mireville et avant d'aller rejoindre Stevens Lemoine, directeur de la jeunesse, des sports et de la coopération internationale, un petit point info sur les JO Paris 2024. Ça y est, les médailles olympiques et paralympiques ont été présentées par le comité d'organisation des Jeux de Paris 2024 le 8 février dernier. Chacune est sertie d'un morceau de la Tour Eiffel. Quelle que soit la couleur du métal, les athlètes repartiront avec 18 grammes de fer peudelé utilisé pour la construction de la Tour Eiffel. 85 mm de diamètre, 9,2 mm d'épaisseur et lourde de 529 grammes pour l'or, 455 grammes pour le bronze. Au total, 5084 médailles ont été produites pour récompenser les meilleurs sportifs du moment. Et du coup, parlons-en de nos sportifs de la Seine-Maritime 76, déjà 4 qualifiés. La très prometteuse boxeuse havraise Amina Zidani, la gymnaste d'Elbeuf Emma Delaine et la rameuse havraise Margot Bayeul. Et enfin, oui, un homme, le nageur Logan Fontaine qui a arraché sa qualification le 4 février dernier à Doha, au Qatar, en terminant 4e des championnats du monde en eau libre sur 10 km. Et du même coup, le lendemain, il a même décroché le titre mondial sur 5 km. Logan Fontaine a tenu à partager cet exploit avec les siens en venant le fêter dans son club de cœur à Rouen le 17 février. Kilomètres, c'est vrai que j'ai pris pas mal de risques parce qu'en fait je me sentais bien, donc en fait il fallait que je me jauge aussi par rapport à la concurrence. Derrière, à la fin, je finis 4e, c'est dommage parce que du coup ça veut dire qu'il en manque un petit peu pour, en tout cas avec la stratégie que j'ai eue. Et derrière, sur 5 km, en utilisant une autre stratégie et en rectifiant un peu les erreurs que j'ai pu faire sur le 10, tout de suite, il y a la récompense que bout. Ça débloque des choses dans la tête en se disant c'est possible de gagner et du coup, il n'y a plus de limite en fait à partir de là. Stevens Lemoine, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, une première réaction sur cette qualification magistrale de Logan Fontaine. Alors effectivement, une très très belle première place championnat du monde en eau libre qui offre de belles perspectives pour les Jeux à venir. Une discipline très compliquée et pour laquelle Logan Fontaine visiblement a toutes ses chances. On peut dire que les Jeux sont lancés pour la Seine-Maritime, déjà 4 qualifiés de la Seine-Maritime 76. Effectivement, 4 athlètes qui font partie de la Seine-Maritime qui sont d'ores et déjà qualifiés, donc c'est parti. C'est parti aussi, bien sûr, pour le département de la Seine-Maritime qui, de son côté, s'enflamme pour les Jeux à sa manière en organisant des événements en lien avec les Jeux Olympiques. Un petit tour d'horizon, ça commence dès début avril. Effectivement, donc on a la semaine olympique et paralympique qui va se tenir donc du 2 au 6 avril, avec une particularité pour cette édition, donc forcément teintée de Jeux Olympiques, avec une descente sur 4 rivières de Seine-Maritime pour mettre aussi en lumière et en valeur des espaces et des sites naturels départementaux. Donc plusieurs centaines d'ailleurs de collégiens auront l'occasion de vivre ce moment sportif fort et avec une organisation portée aussi par des associations très impliquées à nos côtés. Et puis après ça déroule. Et après on enchaîne avec une grande journée donc Naturellement Sport qui aura lieu le 5 mai. Donc sur la base de Jumièges, objectif d'accueillir du grand public pour pouvoir découvrir et pratiquer des activités sportives et notamment des activités olympiques et paralympiques. Ce sera un grand moment pour le public. On enchaînera aussi avec le Festival des cultures urbaines qui lui se déroulera le 19 juin. Donc là c'est une manifestation à destination des collégiens. L'idée c'est vraiment de permettre à ces jeunes de pouvoir pratiquer et découvrir tout un tas d'activités sportives olympiques
et paralympique, très important aussi pour nous. Voilà, journée organisée en partenariat avec le tissu associatif sportif de Seine-Maritime. Une belle journée qui s'annonce. On aura aussi une journée donc, qui s'appelle la journée sans différence, là vraiment placée sous la thématique du sport et du handicap, qui se déroulera à l'IDEFI, donc à Canteleu. Donc une grande journée pour permettre une sensibilisation à travers la pratique d'activités et certainement pour nos plus jeunes une vraie découverte des disciplines paralympiques. Des événements qui vont nous conduire jusqu'au 5 juillet, au passage de la flamme. Effectivement, 5 juillet, grande journée, plusieurs villes traversées. Donc on démarrera le matin assez tôt, donc avec le départ de la flamme de Rouen, pour aller jusqu'au Havre. On aura l'occasion de traverser plusieurs sites départementaux, l'abbaye de Jumièges, le château de Mireville. On passera par Dieppe, par Étretat, pour pouvoir arriver au Havre. Il y aura aussi un passage à Yvetot. Voilà. Donc un grand moment, une grande mobilisation. L'objectif est vraiment que sur ce parcours, le plus grand public puisse être près de la flamme. C'est un des enjeux aujourd'hui sur cette grande manifestation. Donc forcément, les jeunes et les moins jeunes sont attendus tout au long de ce parcours. À noter aussi que le 25 août, donc ce sera le Festival de la Flamme, donc là première étape à Rouen, donc avec un parcours qui sera dévoilé très prochainement. On dévoilera donc ce parcours pour évoquer les Jeux paralympiques et avec un allumage aussi du chaudron donc, qui se passera devant l'hôtel du département. Et tout autour de ce chaudron, des activités de découverte et de pratique paralympiques notamment. Un printemps et un été en Seine-Maritime aux couleurs de l'olympisme. Merci beaucoup Steven Solomon. Je rappelle, vous êtes directeur de la jeunesse, des sports et de la coopération internationale. Merci d'être venu faire un petit détour au château de Mireville pour nous présenter tout ça. Merci à vous. Notre émission touche bientôt à sa fin et on n'a pas pu résister, bien entendu, de faire un peu d'exercice à bord de ce pédalo et sur ce magnifique étang où Pierre de Coubertin, on l'avait déjà rappelé, pratiquait l'aviron. Allez, on prend direction maintenant Rouen pour rejoindre une pianiste passionnée, Justine Hendrick. Comme promis, on se retrouve en cette fin d'émission, ici dans un endroit idyllique, de circonstances, pour fêter en quelque sorte la Saint-Valentin. On est dans le Piano Bar, le bar de la résidence service Les Boréales à Rouen. Et on termine avec une note d'amour, de partage, de passion pour la musique avec Justine Hendrick. Vous êtes une artiste à part entière. Vous avez, on va dire, une particularité. Vous aimez jouer du piano, comme ici, dans des résidences de service, des résidences où les personnes âgées sont hébergées. Pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement, c'est par rapport à mon parcours. Donc moi, j'ai un parcours un petit peu atypique. En résumé, j'ai un bac littéraire. Après, j'ai fait 8 ans de pharmacie. Durant ces 8 ans de pharmacie, j'ai appris à bien connaître les pathologies de la personne âgée, entre autres, mais pas seulement. Et après, j'ai travaillé en tant que coordinatrice de vie sociale pendant 12 ans en EHPAD, où j'ai découvert le milieu passionnant et culturel des personnes âgées, mais des personnes aussi en situation de handicap. Et j'ai fait dernièrement un choix, c'est-à-dire d'arrêter de travailler en EHPAD pour me consacrer à 100% à mon métier de musicienne, puisque c'est un public que j'adore. Et j'estime que malheureusement en France, il n'y a pas assez d'apports de musique dans différentes structures où les gens en ont fortement besoin. Alors, résidence, service, EHPAD, école, hôpitaux, foyers d'hébergement, IME, voilà, enfin la liste est très très longue. Et j'ai fait le choix parce que j'ai estimé qu'il y avait vraiment un réel manque et que moi j'ai un adage dans la vie qui n'est pas de moi, qui est de Pablo Picasso. Le sens de la vie, c'est de trouver ses dons et le but de la vie, c'est de les partager. Et moi, je pense que j'ai trouvé ma passion et je veux en faire bénéficier les autres. Je veux apporter à travers la musique le bonheur que peut-être ils n'auraient pas eu dans leur journée. Quel est votre univers musical ? Très, très, très varié. Très varié. Alors, j'ai une passion pour Michel Sardou,
pour les mélodies de Michel Sardou. Michel Berger aussi. J'ai eu la chance de grandir avec un papa mélomane, avec une maman flûtiste, qui m'ont baignée dans la musique. Mon papa est passionné de Pink Floyd, de Crosby, Stills, Nash & Young, et donc j'ai toujours été baignée de musique et j'ai grandi avec voilà, une ambiance sonore, avec Alain Souchon, Laurent Voulzy, mais aussi j'adore ce que fait Louane en ce moment. Enfin voilà, c'est très varié, très varié. Comme je l'ai indiqué, nous sommes le 14 février, jour de la Saint-Valentin, jour des amoureux. Vous avez choisi un titre particulier, Perfect d'Ed Sheeran. Pourquoi ce choix? Tout simplement parce que c'est mon morceau préféré et que quand je le joue, c'est un morceau qui m'apporte énormément de sensations, de bonheur. C'est un plaisir à jouer. Il y a des choses qui ne sont pas forcément explicables dans la musique. Certains morceaux peuvent nous laisser totalement de marbre, alors que d'autres personnes vont ressentir des frissons. Et c'est vrai que moi, ce morceau d'Ed Sheeran, il me parle beaucoup. Merci beaucoup Justine Hendrick de nous avoir accueillis ici, de nous avoir fait découvrir un peu votre univers musical et bien entendu votre passion de partager avec les autres. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien.